Jean-Paul Rapneau a dirigé les plus grandes stars du cinéma français et sa cinéphilie s'est toujours accompagnée d'un amour des interprètes. Déjà tout jeune au lycée, il avait créé un fan club de l'actrice Rita Hayworth. Et pour La Vie de Château, il a envie de faire tourner Françoise d'Orléac, mais cette dernière est assez peu disponible. C'est elle qui lui recommande de proposer plutôt le rôle à sa sœur. Jean-Paul Rapneau se fait une raison et rencontre Catherine Deneuve, sans trop y croire cependant parce qu'on lui a dit « vous n'arriverez pas à la faire bouger, c'est du marbre ». Il est au contraire ravi de trouver une actrice remplie d'énergie qu'il comparera à une Formule 1. Lors de leur première entrevue, Catherine Deneuve s'excuse de parler très vite, mais ce détail convient parfaitement à Jean-Paul Rapneau. Il a en effet dans l'idée de tourner un film à la manière de la comédie américaine mais à la française, et se dit qu'il a trouvé là sa Catherine Hepburn. Comme Hepburn dans L'Impossible Monsieur Bébé, elle incarne une héroïne qui, pour reprendre les propos de Rapneau, est comme un typhon qui anime le film, qui agite les personnages masculins, les secoue et qui les sort de leur inertie. De son côté, Catherine Deneuve est emballée par un projet qui n'a pas été écrit spécifiquement pour elle et qui lui permet de sortir de son registre habituel de jeune première romantique. Maintenant je sais, vous êtes la seule femme. Les autres n'existent pas. Après avoir trouvé sa Catherine Hepburn, Rapneau recherche logiquement un type d'acteur élégant à la Cary Grant. Et il pense d'abord à Louis Jourdan, un acteur français qui a connu un succès phénoménal à Hollywood. Il vit encore, lui demande surpris Claude Sautet, son co-scénariste. Au-delà de cette boutade un peu facile, Claude Sautet objecte que le film se déroulant dans le terroir français, il faudrait un acteur qui ait l'amour des choses, de la nature et des fruits, et propose Philippe Noiret. Noiret, c'est ce type avec ce long nez, là, lui demande Rapneau, un petit peu sceptique. C'est vrai que si à l'époque on avait pu voir Philippe Noiret dans le premier film d'Agnès Varda, La Pointe Courte, ou bien dans Zadie dans le métro de Louis Malle, il est surtout abonné au second rôle, et il ne connaîtra d'ailleurs la célébrité que 2 ans après La Vie de Château, en jouant dans Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert. Le reste de la distribution est tout aussi remarquable, entre un Pierre Brasseur tout en truculence et un Henri Garcin tout en élégance. Mais revenons plutôt sur la vie romanesque de Marie Marquet, qui interprète la mère de Philippe Noiret. Fille d'un couple de comédiens, Marie Marquet a été ensuite la protégée de Sarah Bernard. Et c'est en reprenant le rôle de l'actrice dans l'Aiglon d'Edmond Rostand qu'elle se fait connaître. Elle deviendra d'ailleurs par la suite la maîtresse d'Edmond Rostand jusqu'à sa mort en 1918. Elle rentre à la Comédie Française dans les années 20 et y restera 20 ans. Elle a un rapport assez complexe avec la période de l'occupation. Elle a été en effet arrêtée à la Libération pour avoir écrit dans un journal pétainiste et avoir participé à des émissions de Radio Paris, une radio de propagande. Mais d'un autre côté, son fils résistant a été déporté à Buchenwald où il est mort d'une septicémie. À la sortie de la guerre, elle privilégiera le théâtre de boulevard et jouera dans quelques films assez oubliables, mais on la retrouve néanmoins en tant que Madame de Maintenon dans Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry. À vous entendre, sire, il n'y a que grandeur, magnificence et symétrie. Nous devons souffrir le vent coulis des portes, pourvu que celles-ci soient vis-à-vis les unes des autres. Auprès de votre majesté, il faut périr en symétrie. Et dans les années 60, elle connaîtra un regain de popularité, ce qui explique que Jean-Paul Rapneau fasse appel à elle pour La Vie de Château.